Bonjour, Leslie John, champion du monde du 4x400 mètres et recordman de France du 400 mètres. Bienvenue sur le podcast Athlètes mondiaux. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Leslie John, recordman de France en plein air et en salle du 400 mètres, en respectivement 44-46 et 45-54, et champion du monde du 4x400 mètres il y a 20 ans, lors des mondiaux de Paris 2003. C'était avec Naman Keita, Stéphane Diagana et Marc Rakil. Dans cet épisode, Leslie nous parle bien sûr des mondiaux de Paris, de sa relation avec son entraîneur François Pépin et avec son pote d'entraînement Marc Rakil, mais aussi de comment il a commencé l'athlé, des hauts et des bas qui ont fait sa carrière, et de sa reconversion suite à une blessure dont il s'est jamais vraiment remis. Bonne écoute. Salut Leslie, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Bonjour. On enregistre le 5 août 2023, et pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. Il y a 20 ans, on va dire il y a 20 ans aujourd'hui, on Ouais. était à quelques semaines des mondiaux de Paris. Dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? Moi, j'avais hâte de découvrir parce que c'était mes premiers mondiaux, c'était quasiment ma première saison sur 400 mètres. Je sortais des championnats d'Europe Espoir où j'avais gagné. Donc voilà, je voulais savoir ce que c'était, participer à la fête, mais j'avais aucune idée de l'engouement que ça aurait pu procurer. Je ne pouvais pas imaginer ça à ce moment-là. Et tu avais des ambitions particulières ou c'était juste découvrir et profiter du moment? Non, 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 justement, moi, je voulais faire quelque chose parce que même si c'était ma première saison, j'avais la chance de m'entraîner avec Marc Rakil et je voyais ce que lui faisait en compétition. On était très proches au niveau chronométrique. Et voilà, j'étais le petit jeune qui arrivait, donc personne ne me connaissait, mais moi, je savais de quoi j'étais capable et que si je restais focus et que je me laissais pas envahir par le stress, je pourrais faire quelque chose de bien. Mais c'est vrai que bah, j'avais pas à le dire parce qu'on allait me prendre pour un fou. Il y a que mon entourage proche qui savait et Marc qui savait parce qu'il voyait ce que je faisais à l'entraînement. On t'aurait pris pour un fou. C'est marrant, c'est une conversation que j'ai eue avec d'autres Français, notamment Pascal Martino-Lagarde, qui disait que quand il parle de son ambition, en tout cas à ses débuts, maintenant il a une certaine Ouais. légitimité, mais qu'à ses débuts, les gens lui disaient mais pour qui il se prend? Oui, ça peut paraître arrogant des fois, mais moi, c'est encore plus paradoxal parce que c'était ma première saison sur 400 mètres. Ouais. Donc, j'ai une progression vertigineuse. Donc, arrivé en disant je vais aller en finale des championnats du monde, alors que un an avant, je commençais à peine le 400 mètres, ça aurait pu sembler vraiment arrogant et c'était pas du tout mon style. Je savais de quoi j'étais capable et le plus important, c'était de pouvoir le faire sur place, quoi. Ok. Mais tu avais fait les Europes de Munich l'année précédente, non, avec le relais? J'ai fait les. Alors, c'était vraiment là où je débutais, ça faisait 2, 3 mois que je faisais du 400 mètres. J'ai fait avec les relais, j'avais pas eu le droit de faire l'individuel. Et justement, c'était un peu un déclic pour moi parce que à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des minima pour les seniors, il y avait des minima pour les espoirs. Et j'avais fait les minima pour les espoirs et on m'avait refusé de faire l'individuel et j'ai très très mal pris. Et mon coach, il a eu une phrase très dure avec moi en me disant, ben, si tu veux aller chez les grands, ben, t'as qu'à faire les minima des grands. Comme ça, tu n'auras plus jamais de problème. Et depuis ce jour-là, c'est resté dans ma tête et je me suis toujours débrouillé pour faire ce qu'on me demande. Comme ça, moi, j'avais pas de problème. Et comment t'es arrivé sur 400 mètres? Parce que c'était pas tes débuts en athlée cette saison-là, tu faisais déjà de l'athlé. Oui, non, non, non. Alors, moi, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé vers 16 ans et demi, 17 ans. J'ai fait de la longueur avant tout. Après, j'ai fait recordman de France cadet, champion d'Europe junior. Sauf que j'aimais sauter à longueur, mais j'aimais pas m'entraîner en longueur. Je préférais courir. Mais Même sachant sur le que 400. je préférais courir, voilà. Mais sachant que voilà, je venais un peu tard et que j'aimais pas spécialement ça. Si on m'avait fait commencer par le 400, c'est sûr que j'aurais jamais fait d'athlétisme. Donc on m'a emmené vers quelque chose de ludique Ouais. et au fur et à mesure des années, sans que je m'en rende compte, ben, j'étais préparé pour le 400 mètres, ce qui fait que le jour où j'ai dû basculer sur 400 mètres, ça a été très facile et très rapide pour moi de performer en fait. Mais en fait, c'est fait étape par étape. J'ai fait mes années en longueur. Après, j'ai basculé un peu sur le 200. Et après, j'ai basculé totalement sur le 400. C'est un coach qui avait vu chez toi. Oui, j'ai toujours gardé le même coach, François Pépin, qui était entraîneur de Patricia Girard, Ulysse Barber, Marc Rakil. Et moi, c'était ma grande chance. Dès le départ, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'avais un groupe de très très haut niveau. Donc, déjà pour prendre la grosse tête quand on arrive avec ces médailles jeunes des championnats d'Europe junior ou des championnats du monde junior, parce qu'on a fait vice-champion du monde junior, bah, tu avais Ulysse Barber qui faisait championne du monde, tu avais des médailles olympiques. On pouvait pas dire grand-chose à part revenir travailler et fermer sa bouche, en fait. Donc, j'ai eu la chance d'être tout de suite dans une équipe très, très forte et les ambitions étaient très, très fortes. Donc, tout de suite, je me suis mis au diapason et je me dis, moi, je me suis dit, je veux faire ça aussi, quoi.
C'est François Pépin qui avait vu que tu avais le profil pour faire du 400? Ouais, tout de suite. Il m'a dit, toi, tu Ah, tout de seras un suite, très bon. Ouais, avant dès que même j'ai de la commencé. longueur? Bah, en fait, j'ai commencé par la longueur et 2 ans après, il m'a dit, toi, tu finiras coureur de 400 mètres. Et je lui dis, ouais, d'accord, super. Je vois comment ils s'entraînent les coureurs de 400 mètres. Jamais tu me feras faire ça, quoi. Et Et pourtant. au fur et à mesure, j'ai glissé. Avant qu'on continue de parler de ta carrière, tu peux nous parler un peu de ton enfance, de ce qui t'a amené à faire de l'athlé? Mon enfance, bah, je faisais pas spécialement de sport. J'étais un garçon très calme dans mon coin. Quand, ma mère, m'a dit de faire, de l'athlé, je voulais pas spécialement en faire, donc j'ai été au club, mais j'y allais pas. Donc un jour, le club a appelé ma mère, faut dire qu'il me voyait pas et là, elle m'a forcé à un stage, du club et à ce stage du club-là, j'étais pas très content d'y être, faut dire ce qui est, donc je boudais un peu dans mon coin et là, comme par hasard, il y avait, François Pépin qui était là avec son groupe et un entraîneur, du club, Aldo Conti, qui était ancien recordman de France du 400 mètres. Et ils m'ont lancé un défi sur une athlète de François qui était championne de France à l'époque de longueur, en me disant que j'aurais pas pu la battre en longueur et c'est parti de là et j'ai relevé le défi. Ils ont vu que j'avais des qualités en revenant de ce stage. Ils savaient qu'il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour me faire rester à l'athlétisme parce que moi, j'avais pas spécialement envie d'y rester. Et ils m'ont proposé de faire une séance par semaine à l'INSEP. OK. Mais je devais être sérieux pour faire 2 séances au club. C'était la contrepartie. Donc j'ai très vite progressé, puisque en 2 mois, je me suis retrouvé au championnat de France jeune de ma catégorie. Je finis troisième et 6 mois plus tard, l'hiver d'après, je fais mon premier record de France Et c'est cette en longueur. progression qui t'a fait aimer ça? Le fait de gagner, c'était bien. Ah, Le OK. fait de gagner et surtout, il y avait un truc, qui pour moi était, assez génial, c'est qu'en 6 mois, j'ai voyagé plus que dans toute ma vie, en fait. Et ça, c'était top. Je voyais des choses, je me suis retrouvé en Chine, en Espagne, et là, je me suis dit: «Ah ouais, c'est trop bien, en fait». Les compétitions, c'est toujours à l'étranger, on voit des nouvelles personnes, moi, j'étais dans ma cité et tout, donc c'est vrai que pour moi, c'était un facteur d'évasion, très clairement. Tu pas le premier à me dire ça. Même si je suppose que pendant les voyages, vous voyagez sans vraiment voyager parce que vous Oui, mais quand vous grandi dans des blocs, ouais, heu, OK. Mmh. rien que le fait de prendre l'avion, aller dans les aéroports, être avec l'équipe de France, représenter l'équipe de France, dormir dans des super hôtels et tout, rien que ça, c'était du bonheur. C'est un truc qui te manque maintenant, de moins voyager? Bah, je voyage quand même beaucoup encore, OK. je me déplace encore beaucoup par mes différentes activités, mais non, ça me manque pas parce que je fais totalement autre chose. Courir, faire de l'athlé, ça me manque pas du tout. Quand je vois les gars s'entraîner et tout ça, des fois, je me dis: «Ah, même si tu me payes, j'y retournerai pas». Mais non, 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 moi, ça me manque pas parce que ce que je fais, je m'éclate dedans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment, j'avais les yeux grands ouverts quand je voyageais et tout ça parce que je me disais: «Waouh, c'est trop bien, en fait». Aller faire des stages en Guadeloupe, à l'île Maurice, en Afrique du Sud, même dans les meilleurs rêves, j'aurais jamais pu penser ça, quoi. Mais tu étais pas déçu du coup que les Mondiaux soient à Paris? Parce que là, pour le coup, il y avait pas de voyage. Non, j'étais pas dessus, au contraire, je me disais: «Ah ouais, c'est trop bien, on fait le championnat du monde en France, il y aura tout le monde, et puis moi, c'était les premiers mondiaux, donc je savais que j'allais être un peu, entre guillemets, «chouchouté» et c'est toujours bien d'être chouchouté quand on fait ses premiers championnats du monde. Et c'est pas venu trop tôt des Mondiaux à domicile? Même si tu disais au début qu'en fait les personne t'attendait, donc à la limite, tu avais peut-être moins de pression que d'autres. C'est pas venu trop tôt, oui et non. Non, parce qu'en fait, j'avais pas spécialement conscience de la chose et j'ai pris les choses comme elles me venaient et puis, comme je progressais tout le temps, beh, c'était vraiment top et pouvoir faire ça chez soi, c'est vraiment extraordinaire. Mais, le reste de ma carrière, au niveau émotion, bah, j'ai vécu le meilleur dès mes premiers championnats du monde, quoi. Ouais. C'est clair que de loin, j'ai jamais revécu ça. Tu as 1 an pour revenir, Leslie. Non, c'est bon, Non, je laisse ça aux autres. parce que là, c'est encore mieux, hein, c'est les Jeux. Ouais, c'est les jeux. Non, mais c'est vrai que même les gens, ils me disaient: «Tu vas voir les jeux, ça va être extraordinaire» et déjà les jeux à Athènes, bah, c'était une grosse déconvenue parce que c'était pas du tout au niveau des jeux olympiques en soi et même Pékin, c'était bien, mais c'était pas Paris, quoi. Et je me souviens, moi, j'étais dans le stade ce jour-là et oui, non, il y avait une ambiance, la finale du 400. Bon, en Ouais, plus, dans la finale avec, Marc Rakil qui avait toujours une façon de courir très, très ouais. spectaculaire, qui faisait Ah évidemment oui, du bon boulot. c'était du Netflix, hein. C'était Oui, c'était mais c'est vraiment ça, du Netflix, c'est ça. moi, je me rappelle la première fois quand je suis rentré sur le stade, j'avais jamais vu autant de monde dans un stade d'athlètes pour moi, donc je me disais: «Waouh!» C'était flippant et puis quand, à la finale, on entendait aller les bleus et les gens ils tapaient des pieds, on avait l'impression que le sol il tremblait.
Au niveau, au niveau de l'émotion, fallait le gérer. Fallait le gérer. Et c'est vrai que du haut de mes 22 ans, je me suis dit, waouh, où je suis. Mais ça va, tu t'es pas bon, tu finis 5e de la finale le jour J et 4e Ouais, après ouais. disqualification. On peut pas dire que tu es passé à côté de ta finale, même si Non, non, évidemment tu es non. près du podium, mais Oui, mais en fait, je fais des erreurs de débutant parce qu'en fait, je suis tellement surpris de ne pas avoir Marc qu'en fait, quand vous regardez sur la course, au lieu de me concentrer sur ma ligne, je commence à le chercher sur la fin. Et c'est ça qui me vaut les 4 centièmes. Mais voilà, c'est le jeu, j'ai appris aussi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et comme je disais, j'ai eu tout tellement vite que peut-être que ça aurait été abusé quand même. mais tu dis que tu es surpris de pas voir Marc, pourtant tu savais que il allait pas partir, avec Oui, non? oui, mais c'est vrai que à un moment donné, il passe vraiment que sur le damier, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que moi, quand j'arrive à 10 mètres de l'arrivée, je le sens pas, je le vois pas et c'est vraiment que sur le damier qui passe et c'est vrai que si j'étais resté concentré sur ma ligne et je ne m'étais pas préoccupé de ce qui se passait à côté de moi, bah, ça aurait peut-être été différent. Mais c'est vrai que voilà, j'étais surpris, j'étais fatigué parce que c'est vrai que 3 courses à haute intensité sur sa première saison d'athlète de 400 pardon, voilà, ça a marqué quoi. Franchement, moi, Mmh. physiquement, j'étais éreinté pardon et émotionnellement parlant, je parle même pas quoi. Quand toi tu vois que tu es 5e et que Marc fait podium, c'est quoi l'émotion qui domine à ce moment-là? Bah, moi, je suis super content parce que c'est mon pote d'entraînement. On partage beaucoup de choses. C'est vrai que lui, il m'a quand même poussé sur les entraînements. Il m'a poussé à me dire: «Ouais, non, mets-toi sérieux au 400, tu as du potentiel et tout». Donc c'est vrai que moi, je suis content pour lui parce que, bah, faire médaillé au championnat du monde, dans son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire et puis c'est vrai que Marc, quand il a commencé, le 400, vu comme il courait un peu en mode désarticulé, tout le monde lui Mmh. disait: «Mais toi, jamais tu feras quelque chose sur 400». Donc je savais que c'était aussi une revanche pour lui, c'était aussi une revanche pour notre coach parce que emmener 2 Français en finale du 400 mètres et puis, faire ce qu'on a fait, c'était quand même, top pour lui. Donc, non, moi j'étais vraiment content. Sa médaille, c'était un peu la mienne aussi, quoi. Pour les gens qui étaient dans le stade, je pense que c'est aussi un souvenir, très fort. Quelques jours après, il y a eu le 4x4, donc Ouais. encore pareil, le résultat change après le championnat. Vous arrivez 2e le jour J, finalement vous êtes champion du monde. La Marseillaise, vous l'avez eu à un moment? Oui, on l'a eu, 2 ans plus tard. OK, et la Mmh, médaille, l'objet, vous 2 ans l'avez? plus tard. 2 Ouais, ans, OK. oui, on l'a. Ouais, 2 ans, vous avez de la chance parce ouais. que c'est Ronald qui m'a dit que la médaille du 4 fois 100 de Londres, la médaille objet, ils l'ont toujours pas. Mmh. J'ai vu que vous vous étiez retrouvés, les 4 mecs de Ouais, 4x4, il y a oui, quelques jours. Vous vous voyez oui. souvent? Non, ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vus. On fait tous les 4 ensemble. Waouh! Il doit y avoir un truc, particulier entre vous. Oui, moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que sur ce relais-là, il y a plein de frustrations. La première, c'est que, on n'a pas pu avoir l'hymne national en clôture des championnats du monde. Et ça, je pense que de tout, au-delà de la médaille, au-delà de la place et tout ça, être privé de ça, je Mmh. pense que c'est ce qu'il y a de plus, qui me frustre le plus, moi, très clairement. Et puis, ce relais, il a pu être mis en place une fois. C'est C'est-à-dire? ça, c'est-à-dire qu'on a couru ensemble qu'une fois. Ah Qu'une oui, seule fois dans notre carrière, tous ensemble, on a couru ensemble qu'une seule fois. parce Et qu'en quand en demi, c'était pas le même. en demi, c'est pas le même parce que moi, comme je te disais, c'était ma première année sur 400 mètres quasiment. Et j'étais mort. J'étais Mmh. mort, même la finale, quand je m'échauffe, je me dis: «Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que ça me tire de partout», et là, Stéphane a eu des mots vraiment rassurants en me disant: «T'inquiète, ça va aller, de toute façon, tu es en forme, même si tu es fatigué, tes jambes, elles vont tourner toutes seules et tout ça». Et c'est vrai que voilà et puis bon, on oublie, quand on arrive sur la piste, on oublie tout ça. Mais c'est vrai qu'en soi, le relais, on l'a mis que à ce moment-là et pas avant, pas après. Mais Stéphane, il était pas sûr non plus de participer, non, c'est Oui, pas ça? oui, Stéphane, il nous dit, avant la finale, il dit: «Écoutez, j'ai une gêne à l'ischio, c'est si vous préférez que le remplaçant il rentre, je comprendrai et tout ça». Et on lui a tous dit: «Mais non, nous, si tu te pètes, tu te pètes, c'est pas grave, tout le monde prendra pour lui, mais l'histoire elle est comme ça et elle sera comme ça en fait». C'est pas n'importe qui, Stéphane. Voilà, et puis on savait aussi que c'était plus, c'était peut-être ses derniers championnats du monde puisqu'après il y avait les Jeux. Donc voilà et puis, qu'on le veuille ou non, avec un Stéphane Diagana, ça faisait peur aussi. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. À l'époque, nous, on venait d'arriver, moi, je venais d'arriver, donc j'allais pas faire très peur, même si voilà, j'avais fait de bons résultats. Mais c'est vrai qu'un Stéphane Diagana que vous avez dans votre équipe, bah, automatiquement, ça laisse songeur. Ouais. Et comment tu as vécu l'après-mondiaux? Parce que là, je suppose que niveau médiatique, tout ça, tu avais changé de dimension? C'était difficile. C'était ce qui est le plus difficile parce que, comme je le disais en préambule, moi, je suis une personne discrète dans mon coin, je fais pas de bruit. Et là, du jour au lendemain,
de la médiatisation, on regarde ce que tu fais, tu peux plus faire de contre-performance, sans que ce soit aperçu. Mais dans mon malheur, comme j'avais une personne, comme Marc qui prenait beaucoup de lumière, moi ça me permettait aussi de pouvoir esquiver de temps en temps. Mais c'est vrai que ça a pas été facile de gérer ça. Sur les premières années, c'était plus une corvée qu'autre chose. Mais après voilà, j'ai compris que c'était le métier et qu'il fallait faire les choses, qu'il fallait les faire bien, que tout le monde puisse bien faire son métier, que ce soit les journalistes, les partenaires, que si on faisait bien les choses, voilà, ça prenait pas plus de temps que ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal. Tu as eu des propositions un peu bizarres? Bizarre, oui, j'ai eu de la musique. On m'a proposé de faire un truc avec Doc Gynéco. Euh, ouais, j'ai eu des propositions, mais après, moi, c'était mon focus. Après les monts, je suis revenu encore plus motivé parce que passer à côté d'une médaille pour 4 centièmes, ça, même si j'étais content pour Marc, ça passait pas en fait. Ça passait pas et je savais que je pouvais faire mieux. Je savais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre de la discipline puisque j'étais vraiment neuf et j'ai tout fait pour revenir avant la fin des vacances, quoi. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu es aussi, parce que forcément quand on est médiatisé, il y a des gens qui se rapprochent et cetera, des gens plus ou moins de confiance. Il faut savoir faire le tri. Oui, oui, automatiquement. Mais moi, comme je suis un peu sauvage, donc les gens, Ils viennent pas déjà vers toi? même mes proches, c'est compliqué pour eux. Alors les gens d'extérieur, OK. je suis pas trop le. Bah, tu m'as vu dans les dans les meetings, je suis pas trop la personne la plus avenante dans les meetings, qui va aller vers les gens ou qui va rigoler avec tout le monde. Je suis plutôt dans mon coin, lunettes sur les yeux, casque sur la tête et voilà quoi. Donc non, sur ça, voilà, mes amis, de l'athlé, ce sont de ceux d'il y a 20 ans, quoi. OK. J'aurais dit réservé plus que sauvage. Sauvage, c'est toi qui le dis, Oui, moi j'aurais pas dit ça. oui, moi, voilà, c'est ce qu'on m'a dit souvent, mais oui, beaucoup plus réservé que peut-être la norme et c'est vrai que ça détonnait avec Marc. Ouais, Mais voilà, moi ça m'allait très bien, en fait. Ça OK. m'allait très bien parce que ça me permettait de travailler de mon côté et pas avoir cette, surmédiatisation. D'ailleurs, je sais pas comment les jeunes, ils font aujourd'hui, quoi, parce que, Et puis il y a les réseaux entre sociaux, il y avec les a réseaux sociaux et tout ça, ça a prend du jus, tout ça. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Il y a des choses qui auraient pu t'aider, des conseils? Alors je j'aurais pas aimé qu'on me dise les choses parce que ce que j'ai vécu, ça m'a permis aussi de grandir, OK. et ça m'a permis de faire mes erreurs, de faire des bêtises et de rectifier pour la suite et c'est ça qui est beau aussi, c'est que Mmh. c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut se casser la gueule pour pouvoir rebondir et comprendre les choses et moi je sais que j'ai été un enfant gâté parce que de mes 17 ans jusqu'à mes 25 ans, tout était linéaire. Ça a jamais été difficile. Donc, c'est vrai que quand il y a eu les premiers problèmes, j'ai mis 1 an à m'en remettre parce que ça m'était jamais arrivé et voilà. Mais justement, au contraire, c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui m'a fait mûrir, c'est ça qui a fait aussi que bah, j'ai pris les choses peut-être plus au sérieux à un certain moment. Même si j'étais sérieux, mais voilà, comme tout me paraissait facile, j'étais tranquille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de François Pépin comme, entraîneur et comme homme? Ce que tu retiens de lui? C'est pas une question Heu, piège. non, 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 il y a tellement de choses à dire sur François. Alors François, c'est comme la relation que j'ai avec lui, c'est comme un père. Donc il y a des moments vraiment intenses en émotion, il y a des conflits, il y a des moments de bonheur, il y a des incompréhensions, il y a eu tout ça. Mais la chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'il m'a pris à 16 ans et demi, 17 ans et je suis parti à 34. Donc entre-temps, j'étais un enfant, après, j'ai été un jeune adulte, après, j'ai été un adulte, après, j'ai été un papa. Donc, il y a toute cette évolution-là qu'il a fallu aussi, pour lui, prendre en compte. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on est passé de l'athlète qui appliquait tout ce qu'on lui demandait à l'athlète qui demandait: «Mais pourquoi on fait ça?» Mmh. Non pas que je remettais en cause, son travail, mais je voulais comprendre pourquoi chaque matin je me levais et pourquoi je devais faire telle ou telle séance. Et c'est vrai qu'on a eu, des fois des périodes où c'était un peu compliqué parce que lui, il avait l'impression que je doutais de lui et moi, j'ai l'impression qu'il m'infantilisait Ouais. encore. Donc c'est vrai qu'on a eu des périodes un peu compliquées, mais ça reste, un papa pour moi et quelqu'un de très, très important dans ma vie. Ça, Encore c'est maintenant. c'est sûr. Encore maintenant, oui. Après ta retraite, tu as dit dans une interview: «Ma grosse chance, c'est qu'il y avait Marc et que je m'entendais hyper bien avec lui. J'ai commencé à stagner quand j'ai arrêté de m'entraîner avec lui, j'avais plus la même envie». Oui, en fait, tu m'en parlais de regrets, s'il y a peut-être un truc que j'aurais pu faire, c'est le jour où Marc a décidé de partir, j'aurais dû tout faire pour le retenir. Parce que j'avais pas conscience que, c'était nos confrontations de tous les jours qui me faisaient progresser. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, quand on est jeune, on est des hommes,
on a un peu cet ego à dire oui, non, mais lui, il est relou, il me fait. En fait, non, c'est la personne qui va te faire progresser tous les jours à l'entraînement parce que le jour où tu t'endors un peu sur tes lauriers, lui, il vient t'attaquer, il te démonte, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as la chance de t'entraîner avec l'un des meilleurs coureurs au monde, bah, sur le coup, tu t'en rends pas compte parce que bah, tu l'as à côté de toi. Mais le jour où il part, tu te rends compte que bah, ta progression, elle est plus là. Parce qu'il y a personne qui peut te mettre en danger. Quand tu fais partie du top 5 mondial, il y a peu de personnes qui peuvent te mettre en danger. À part celui qui va être quatrième ou sixième ou troisième ou premier. Voilà. C'est ces gens-là qui peuvent te mettre en danger réellement. Parce que bah, tous les jours, c'est le fight à l'entraînement et c'est ça qui a fait que j'ai progressé rapidement aussi. Et c'est vrai que je me dis que le jour où il a décidé de partir, C'était j'aurais du quand? tout. Ouais, je crois que c'était en 2000, après 2006. Après les Europes en 2006. Parce que oui, parce que c'est un peu conflictuel, comme des frères qui se chamaillent. Voilà, et c'est compliqué aussi pour François de se placer entre les deux parce que bah, t'as tes deux enfants quasiment. Donc, lui, il faisait un peu l'autruche sur ça. Et nous, on lui demandait de faire des choix, et ce qui est impossible pour lui. Aujourd'hui, on me demande de faire mes choix, je dis, mais laissez-moi tranquille, en fait. Mais on manquait de maturité. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, j'ai stagné aussi parce qu'il est parti, très clairement. Je trouve ça super beau, votre relation. Oui, mais des fois, alors on n'est pas toujours au téléphone, mais quand on se voit, on est trop content de se voir. On fait des événements ensemble, on travaille ensemble sur des projets des fois, et c'est toujours un plaisir de le voir. Mais il a fallu avoir ce petit retrait pour se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est une personne importante aussi, quoi. Quand les gens sont là, on se rend pas toujours compte. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais un groupe d'entraînement qui était formidable. Je suis encore avec des partenaires d'entraînement que j'ai depuis 2003, qui eux ont des athlètes dont moi je m'occupe aussi en management. Et voilà, le chemin, il continue, mais on a tous un pied dans la tête différemment, et on continue à travailler ensemble d'une certaine façon. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est des personnes, c'est comme des frères pour moi, quoi. Dans la même interview, tu as dit notre génération était plus sur des qualités intrinsèques, on bossait pas plus que ça. Tu dirais toujours ça maintenant? Non, on bossait dur de ouf. Intrinsèquement, on était doués, mais tu peux pas arriver en finale des Jeux Olympiques, en finale des Championnats du monde, sans avoir travaillé. Moi, je sais ce que je vais enfiler à l'entraînement. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gars en France qui s'entraînent comme nous on s'entraînait. C'était en plus ça, comme vous dites, c'était la guerre tous les jours. Dès qu'à l'entraînement, moi, je sais que dans mon groupe d'entraînement, on était 6 en dessous des 46 et 2 en dessous des 45. Ouais. Donc, tous les jours à l'entraînement, c'est du fight. Et puis, on avait un coach qui était pas gentil, quoi. Très clairement. C'est-à-dire, tu as des exemples? Sur des entraînements, si on n'était pas dans le bon tempo, ben, là, comment il reprenait à zéro, quoi. Ah, ok. Voilà. C'est une bêtise quand tu me disais, ouais, aujourd'hui, vous avez un 500, vous dépassez en 12 au 100 mètres et qu'on passe en 12,5, il te stoppait, il te disait que ta course ne comptait pas et tu repartais. Tu vois, tu vas le faire une fois, deux fois, mais après, tu es dans les timings. Parce que quand tu dois faire 4 fois 500 et qu'au final, tu en fais 6 parce que t'en as foiré 2, ben voilà, c'est François Pépin, il n'était pas là pour jouer, il n'était pas là pour enfiler des pertes, donc, mais ce qui faisait que quand on arrivait en compétition, on se disait toujours, ça peut être plus dur que l'entraînement. Ouais. Là, je suis en train de me dire que dans les gens qui écoutent, il y a des coachs qui vont se dire, tiens, ça c'est une bonne idée. Il y a des gens. Après, ça responsabilise, ça responsabilise. Ton premier record de France, il date de 2004, c'est ça? Oui, Quand tu as battu le fameux 44-79 qui a fait marque en finale à Paris. ouais, C'était à la chaux de fonds. c'était à la Chaux-de-Fonds, ouais. Il y a toujours des perfs à la chaux de fonds. Je dis pas que Oui, tu oui, n'as oui, aucun oui. mérite, mais tu avais choisi ce meeting volontairement. Alors, paradoxalement, ce meeting-là, je devais pas faire un 400. Ok, Je vais faire un 300 mètres. ok. Il y avait un 300 mètres qui était prévu pour moi. Parce que je sortais de stage d'entraînement avant les Jeux et c'était le dernier test. Et après mon dernier entraînement, François, il m'a dit, dans la voiture, il me dit, tu vas pas faire un 300, tu vas faire un 400. Je dis, ah, François, t'es relou, tu changes toujours les plans. Donc, dans la voiture, je boudais. J'étais pas content. J'ai fait mon 400 et je suis record de France. Comme quoi. Mais est-ce que tu considères que c'est le pic de ta carrière? Parce que chronométriquement, non, tu l'as encore amélioré après. Jamais après, ouais. Ouais. Est-ce que c'est ton record personnel que tu considères comme le pic de ta carrière? Est-ce que c'est émotionnellement, c'est Paris 2003? Est-ce que c'est Paris 2011? Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que sur le chrono, c'est c'est 44-46, il n'y a pas de souci. Sachant que cette saison-là, j'étais nul comme jamais. C'est quand vous reprenez mes chronos de cette année, j'ai été lamentable, lamentable.
En meeting, j'avançais pas une cacahuète, mais j'avais un entraîneur qui faisait tout pour que j'avance pas. Donc, et justement, c'était une période, franchement, si je le connaissais pas et que si j'avais pas confiance en lui, je l'aurais quitté, c'est sûr. Parce qu'il a tout fait pour retarder mon pic de forme. Dès que je commençais à être un peu bien, il me cassait les jambes, il me disait. En plus, le monde était tard, en fait, était fin août, début Quelle année septembre, ça? 2007, Ok. au Japon. Et il me disait, attends, 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 attends. Donc, bah, ça s'est décanté aux France. Mais c'était long. C'était très long. C'était très long. Donc, sur ça, donc oui, c'était pas une super saison, mais au final, je suis record de France. Et la saison où je pense que je suis au mieux de ma forme, c'est 2008. Ok. Pékin. Pour les jeux, franchement, les séries, tranquilles, les demi, tranquilles. Et je me blesse en finale. Oui, mais d'ailleurs, je voulais qu'on en parle, mais on va d'abord, si ça te dérange pas, parler de Ouais, 2006, Göteborg, ouais, où, Göteborg. où tu fais troisième. Marc gagne. Ouais. Oui, je vois à ta tête que c'est pas un bon souvenir, malgré la médaille. La médaille est anecdotique. Celle-là, elle compte pas. Non, Manifestement, t'as pas beaucoup de bons souvenirs de ce championnat, vu ta tête. non, non, non. En fait, cette contre-perf, elle se joue au mental. Et là, je déchante totalement. Marquis Monterre, parce qu'en fait, j'arrive avec la meilleure paire de l'année. Il y a ce truc un peu fraternel où tu dois tuer grand frère, tu vois. Tu vois, tout le monde te dit, ouais, t'as les meilleurs chronos, mais lui, il est toujours là quand il faut, tu vois. Et tu te mets sans te rendre compte une pression, tu vois. Je mangeais pas, je restais dans ma chambre. Et lui, tu vois, il était tranquille. Non, mais Leslie, c'est le meilleur. Leslie, il a la meilleure perf. Et tu vois, et au fur et à mesure, je prenais le truc. Et manque d'énergie en finale, parce que je mange pas, je suis faible. Quand j'ai les jambes en coton, quand je rentre sur la piste, franchement, je sais même pas comment je fais les trois. J'ai pas de jambes, j'ai pas de jambes. Et franchement, sa victoire, elle méritait fois 1000, hein. Vous étiez dans la même chambre en championnat? Non, moi j'étais avec la J. Ok. Parce que tu voulais être avec la J ou parce que tu voulais pas être avec Marc? Parce que j'imagine que certains des Parce que concurrents. non, non, parce que j'étais toujours avec la J. Ok. À part à Paris 2003 où on s'était exilé, on n'était pas au village, on était resté à Marcoussis. Et encore, on avait chacun notre chambre. Mais sinon, moi, j'étais toujours en chambre depuis jeune avec le J, en fait. Donc, on avait gardé ces habitudes-là. Et non, non, psychologiquement, j'ai explosé. J'ai explosé parce que je mangeais pas, parce que j'étais stressé de fou. Et tu manges pas, bah, j'avais perdu, je crois, 4-5 kilos. Donc, ouais, j'ai plus d'énergie. Plus d'énergie. Et quand tu as réalisé que c'était le mental qui avait flanché, tu as essayé de bosser J'ai sur le pas, mental? je l'ai pas réalisé sur le coup. Ah, ok. Aujourd'hui, je sais que c'est ça. Parce Hmm. que voilà, j'ai un recul et tout. Mais ouais, Marc sur ça, il était très très fort. Se me mettre ce côté un peu de favori, oui, non, mais c'est lui. Limite, il disait, c'est lui qui va gagner la médaille d'or. Moi, je viens pour l'argent, tu vois. Mais il le faisait parce que lui préférait pas avoir la pression sur lui. Je suppose qu'il le faisait pas toi pour te déstabiliser. Non, mais c'était peut-être pas pour me déstabiliser, mais un peu quand même. Ok. On se connaissait bien. On se Hmm. connaissait très bien. C'est ça aussi le truc, c'est que on se connaissait très bien. Et lui, il savait que voilà, j'étais en train de m'entendre, que voilà, qu'il fallait trouver des choses. Et puis il a été bon jour J. Et sur ça, il y a rien à dire, quoi. Il a rarement été mauvais les jours J. Après, moi, je sais que tu vois, j'ai fait toutes les finales possibles depuis mes premiers championnats du monde jusqu'à ce que j'arrête. Il y avait le mental, mais sur ce truc-là, non, ces championnats d'Europe-là, non, je passe à côté, très clairement. Après, je me ressaisis en relais parce que je suis un super relais. Mais ouais, sur la finale, inexistant. Est-ce que les relais, ça permet aussi de quitter un championnat avec un sentiment un peu moins négatif ou est-ce que de toute Non, façon. moi, mon championnat était. Là, j'ai limité à 4 parce que par rapport aux copains, il fallait faire le job et je l'ai bien fait. Mais en soi, moi, je suis passé à côté. Et en fait, si on reprend les articles d'après le championnat, j'ai mon jeu à moi et je suis très dur avec moi. Parce que je passe à côté, tu veux pas faire tant d'années d'entraînement, te préparer toute l'année, les gens ils s'investissent pour toi et passer à côté parce que tu flanches. C'est la première et la dernière fois, mais là, moi, je m'en voulais tellement, je me disais, c'est pas possible d'arriver avec la meilleure perf et partir troisième. Et il y a un gros écart de chrono entre toi et Marc? Oui, oui, je crois que je dois faire, il y a 3 dixièmes quasiment. Ah non, il n'y a pas photo, je fais même pas deuxième. Ah non, il y a pas photo sur la course. Y a pas. De toute façon, quand il est à 1 mètre de toi, derrière toi, dernière ligne droite, voilà.
Oui, avec quelqu'un d'autre, c'est pas pareil, mais quand c'est lui, Oui, oui, c'est ça. Je veux dire, n'importe qui, ça va pour moi, mais quand c'est lui, tu sais que je savais que c'était mort, tu vois. Et lui, il te voit faiblir, c'est encore mieux pour lui. après cette 3e place, tu as aussi parlé du fait que les médailles de bronze, ça change rien pour aller dans des gros meetings ou pour avoir des sponsors, alors que le titre, oui. Mm. Vraiment, une médaille de bronze, ça change rien du tout? Non, parce qu'en fait, ça change rien. Tu fais finaliste olympique les 2 ans avant. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ça a plus de valeur que médaille de bronze au championnat d'Europe. ouais. Tu fais finale dans tous les championnats depuis 2003. Ça n'a pas de valeur. C'est pas que ça n'a pas de valeur, je vais pas abuser, mais ça n'a pas changé grand-chose à ta vie, là. Très clairement. Et dans tes contrats à l'époque, tu avais aussi, je sais pas, des bonus si tu avais tel ou tel, faisais tel ou tel Oui, chrono, oui, si tu oui, avais telle ou telle oui, médaille. oui, 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 il y a des bonus, mais c'est même pas ça qui. Moi, c'est vraiment pas ça qui m'animait. Sinon, j'aurais fait tous les meetings possibles. C'est vraiment Mmh. pas ce qui m'animait. Moi, ce qui m'animait, c'était d'être bon au grand championnat, de pouvoir faire les finales, de pouvoir battre les meilleurs records en grand championnat. Voilà, c'était parce qu'on cochait cette croix-là avant chaque début de saison, que je sois championnat d'Europe, monde ou jeu. On savait qu'il fallait que je sois en finale de l'événement. Et on a toujours réussi à le faire. Et même si j'avais eu des hauts, des bas dans la saison, même si des fois on se disait non, mais là, il n'y arrivera jamais. Et je m'en sortais toujours. Mais ouais, non, Göteborg, il n'y avait rien pour moi là-bas. J'ai pas été bon. Tout simplement. Maintenant, on va parler de Pékin 2008 où tu arrives en finale encore une fois et là, tu te blesses. Mm. Tu peux nous raconter un peu la course? À quel moment tu sens qu'il y a un truc qui va pas? Mais en fait, c'est tellement bizarre parce qu'en fait, le stage d'entraînement se passe super bien. Quand j'arrive à Pékin, je fais les entraînements. Même le coach, il me dit non, mais vas-y, arrête, c'est bon, là, on est très bien. Je fais les demi, je fais les séries. Je puisse pas attendre plus que ça. Je fais la demi, je suis bien. Et je me dis, au final, je vais tout envoyer. Sauf que, on a perdu des 10 degrés. Parce qu'il y avait la finale de botte la veille. Ils avaient mis les canons et tout ça. Et on perd 10 degrés, pluie et tout ça le jour de la finale. Moi, l'échauffement, je me sens super bien et tout. Finale, faux départ. Bon, c'est pas grave, on revient et tout. Je me remets dans les starts. Je pars, 3 foulées, j'entends PAC. Ouf. Et là, je me dis, bon, c'est la finale des Jeux, tu peux pas t'arrêter. Essaie de gérer sur un malentendu, on sait jamais. Si tous les jours se pètent, on sait jamais. On sait jamais, faut pas lâcher. Donc, je commence à courir, je serre les dents d'une droite opposée, et quand arrive le virage, je sens que c'est comme si on me tirait une fermeture éclair. Et là, je dis, oh, c'est chaud, j'ai mal, à chaque foulée que je mets, j'ai mal, mais je me dis, vas-y, arrache-toi. Résultat, 16 cm à l'ischio, et fin de saison. Et quand tu dis que tu l'as Mais, entendu, tu l'as littéralement ah entendu dans oui, le stade qui grouillait? je sens comme s'il y avait une bulle qui éclatait dans mon ischio, quoi. Donc tu l'as senti, mais tu l'as entendu aussi? Non, non, je l'ai Ah oui. senti. Ah oui, j'allais Je l'ai dire, parce que dans senti. le stade, qui Non, non, grouille non, comme ça. je l'ai senti. Mais oui. Et même pendant une fraction de seconde, je me dis, je fais quoi? Je m'arrête, je m'arrête pas. Et tu as regretté de pas t'être arrêté après? Non, bah, tu peux pas t'arrêter sur une finale olympique. Tu peux t'arrêter partout, même pas sur une finale olympique. Ça fait 4 ans que t'attends ça. Non, jamais, 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 Tu as pas eu des jamais. séquelles, après où tu t'es dit: «Si Ah, je m'étais arrêté»? oui, j'ai eu des séquelles, mais à refaire, j'aurais fait 10 000 fois la même chose. Ah non, OK. la honte de s'arrêter sur une finale olympique. Jamais. Même s'il faut finir à 4 pattes, tu finis à 4 pattes. Mais tu t'arrêtes pas, quand tu es un guerrier, tu t'arrêtes pas sur une finale olympique. T'as fait 4 ans que t'attends ça. Non, vas-y, je me suis blessé, je m'arrête. Non. À part ça aurait été vraiment quelque chose de fou, tu te pètes le genou et tout ça, tu peux plus avancer. Mais Je pense à Derek Redmond, le Britannique, tu sais, qui c'était à Barcelone 92, je pense, où ouais, il qui est c'est passé. qui, ouais. Oui, donc Voilà, il c'est y a ça. il y a un truc avec les jeux. Aujourd'hui, oui, tu peux pas t'arrêter comme ça. C'est pas possible. En fait, tu peux pas avoir attendu tout ce temps-là pour eux. Et puis c'est ça qui est dur aussi. Et, j'ai pas vécu, parce que j'ai pu finir ma course, mais j'imagine les gens, ça fait 4 ans qu'ils attendent. Celui qui fait un faux départ, celui qui se blesse. Nous, on doit être là le jour J, à l'instant T. C'est vrai que c'est. Maintenant, moi qui travaille avec d'autres sports, et je me rends compte que les coachs, ils sont forts quand même. Parce que vous faire arriver à l'instant T, en série des championnats, et pour que vous soyez bon, parce que si vous passez à côté, vous passez à la trappe, c'est vraiment être un métronome. Oui, bah, le coaching, mais aussi, je suis pas athlète moi-même et j'imagine que pour les athlètes, se dire, voilà: «Je suis au départ d'une finale olympique, ça fait 4 ans que je prépare ça». Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, pendant 44 secondes, c'est 4 ans que tu gères. 4 ans de blessures, 4 ans de frustration, 4 ans de travail dur, 4 ans de doute, de joie, voilà. Tout ça, c'est mélangé et ça se mélange dans la chambre d'appel. Et comment tu gères les jours précédents? Comment tu dors la veille? Comment Tu dors pas. ah, Tu dors pas. Là, tu te refais la course 10 fois, tu
tu essaies de trouver des moments. Moi, je faisais des siestes parce que c'était le soir. Mais c'est vrai que non, je dormais pas la veille, c'est sûr. J'essaie de bien dormir l'avant-veille, mais la veille, non, la course, je l'ai refait 10 000 fois. À ce moment-là de ta carrière, tu avais pas de médaille individuelle encore en senior. Pourtant, tu avais été dans plein de finales. Comment t'expliques que pendant longtemps, la médaille, elle t'ait échappé? Si tu l'expliques. Je l'explique pas parce que quand tu fais 44-46 et que tu fais cinquième d'une finale mondiale, c'est que le niveau, la densité, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et que bah, j'avais des ovnis, que ce soit Wariner, Mérite. Après, Mm. même si voilà, derrière, il y a eu des trucs, mais c'est la densité, le niveau est extraordinaire. Tu prends la finale d'Osaka, l'avant-dernier, il fait, je crois, 44-60, un truc comme ça. Je disais que tu avais pas de Oui, médaille, mais c'était pas de médaille mondiale parce que bon, tu avais une médaille ouais. aux Europes, même si tu dis qu'elle Ouais, compte ouais. pas, celle aux Non, finales. non, non, mais il parle de médaille mondiale. Mais oui, de toute façon, quand tu arrives en finale mondiale, c'est pour faire une médaille. Tu veux pas arriver en disant oui, j'espère faire septième, sixième. Non, tout le monde est logé à la même enseigne et tu essaies de tirer ton épingle du jeu, tout simplement. Oui, j'ai eu la chance de faire quasiment toutes les finales, mais la densité était énorme. Quand tu es arrivé à Paris 2011, les Europes en salle, Hum, à domicile encore, hum. tu étais aussi en tête des bilans à ce moment-là? Non? Ou tu étais, Oui, je crois. dans Je les crois. favoris? Non, non, j'étais en tête des bilans, je crois. Ouais. Comment tu as abordé Ça, les sachant, championnats? bah, en fait, je devais pas les faire en Ah, soi. Je devais pas les faire en soi. Et en fait, la Fédé m'avait dit que si je faisais un 400, moi, je voulais faire juste une sortie et voilà. Il m'a dit, mais il m'a dit, si tu fais un 400, t'es obligé de faire les Europes derrière parce que ça va pas être logique de, je fais mon 400 à domicile, je fais mon 400 et tu fais pas les Europes à domicile. Donc, je l'ai fait et je suis arrivé avec beaucoup plus de maturité, je prenais les choses beaucoup plus avec du recul et je me sentais fort de ma tête parce que ce que j'avais fait l'année d'avant, ça m'avait vraiment débloqué. Ah, c'est paradoxal parce que je fais un d'Europe encore à Barcelone et je me retrouve avec les frères Borlée, Guilic et on se tient tous dans un mouchoir de poche. Et on arrive en finale et là je me dis bon, faire troisième, je m'en fous, faire deuxième, je m'en fous. Donc je fais une course suicide. J'emmène un des frères avec moi et David Guilic avec moi, on était trois favoris. Bah, on explose en vol parce que je passe sur des tempos à 50 mètres de l'arrivée, je suis encore loin devant et j'explose en vol. Mais pour la première fois de ma carrière, voilà, j'ai été un peu pas calculateur. Et c'est ce que me reproche un peu le coach. Il me disait, ouais, t'es trop bloqué en fait. Faut que tout soit carré dans ma vie. Faut que les choses, j'aime bien les choses carrées. Et il me dit, le problème, tes courses, c'est ça aussi quoi. Tu prends pas de risques, tu sais mm. ce que tu sais faire, tu sais ce que tu veux. Il me dit des fois, faut avoir ce petit grain de folie que tu peux avoir quand tu as commencé 400 parce que tu connaissais pas. Et aujourd'hui, toi, tout était trop millimétré et le petit grain de folie, bah, il te le manquait un peu. Et c'est vrai que sur cette course-là, je l'ai eu. Je me suis dit, bon, de toute façon, je suis arrivé dans les starts. On avait une stratégie avec le coach et je l'ai pas du tout respecté. Je lui ai dit, j'ai maté, je me suis dit, vas-y, je m'en fous de faire deuxième, troisième. Je tente, ça passe pas, mais au moins, on sait ce qu'on devra travailler pour l'année d'après, quoi. Donc, je suis reparti en perdant, en prenant pas de médaille dans ces championnats-là, mais c'est peut-être ce qui m'a fait le plus avancer dans ma carrière à un moment donné. Parce que j'ai pris des risques et parce que là, vraiment, j'ai su ce que je devais travailler et ça m'a servi pour Bercy, très clairement. Ok. Tu connais Laurent Meuvely? Oui, Il est venu sur le podcast et il disait qu'il voyait une différence psychologique sur le 400 dans la manière d'aborder, de prendre des risques ou pas. Quelqu'un comme Carsten Warholm qui part comme un malade et qui n'a pas peur au bout d'un moment de frapper un mur, et puis d'autres qui ont plus peur. Et donc tu as changé un peu au fil de ta carrière. Tu n'avais plus la même ouais. approche. Bah après, c'est toujours pareil. Quand tu arrives de la longueur et qu'on te met sur 400, automatiquement, moi, mon premier 400, je prends un mur, je prends une claque. Parce que je pars comme un coureur de 200. Et je termine comme un marathonien. Et encore un marathonien, il finit plus vite que moi. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que bah après c'était compliqué. Je me suis dit ça fait trop mal en fait. Ça fait trop mal. Mais comme voilà dans ma tête j'étais un combattant, je me suis dit non non non, on va pas laisser comme ça. Ça, je fais un bon chrono pour mon premier 400. On va continuer à travailler et essayer de dompter. On dompte jamais les 400 mètres, mais en tout cas on va apprendre à être bon là-dedans quoi. Et c'est ce qui m'a motivé par la suite. Mais c'est vrai que moi j'ai croisé un tas d'athlètes qui étaient bons sur 400, mais qui avaient peur du 400. Et ça peut pas marcher. Tu peux pas passer des steps quand tu as peur du 400. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir mal. Moi, je sais que toujours, j'ai toujours ce stress sur la première course de début de saison, sur la première course du championnat de France et sur la première course du grand championnat. Voilà.
parce que tu as ce stress et tu te dis, ouais, je vais avoir mal à un moment donné. Je sais pas quand, mais je vais prendre un hypercute. Bah, faut l'accepter. Mais voilà, moi, je savais que j'avais ces passages-là et à partir du moment où voilà, j'ai accepté ça, je savais qu'à la fin, ça allait payer. Et puis, il y a une question de résilience aussi. Tu travailles dur. Si tu travailles dur, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ou alors, si ça passe pas, ça passera à un moment donné. Et en salle, tu gérais tes courses différemment? Le fait de te rabattre, tout ça, ça joue des coudes contrairement au plein air? La salle, c'est assez paradoxal parce que c'était pas trop dans mon ADN, puisque j'ai des grandes foulées. Je suis pas un mec de la salle de base. Mais je le prenais comme un passage pour travailler la vitesse. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ben, je perdais un peu de vitesse. Et j'aimais bien, finalement, j'ai bien aimé parce que ouais, ça a un gros côté tactique. Voilà. Ça a un gros côté tactique. Moi, je sais que des fois, je mettais des à-coups, je ralentissais pour freiner les gars pour repartir derrière. Ouais, il fallait avoir un peu de vie sur la salle. Donc, c'est clair qu'en vieillissant, en vieillissant, voilà, il y avait ces petits coups de vis. Mais ouais, la salle, au fur et à mesure du temps, j'ai bien aimé. Et donc tu gagnes à Paris les Europes en salle en 2011. Mm. Vous gagnez avec le relais aussi? Ouais, Et là non plus, tu ne devais pas courir à la base? non. Non, mais en fait, à la base, je devais pas courir parce que on était parti du principe avec le staff que on voulait faire courir les jeunes, qui s'aguerrissent et tout ça. Et la veille de la finale du relais, il y a Gagny qui vient me voir avec le responsable du 4x4 qui me dit, écoute, ici, les gens ne vont pas comprendre que tu fasses champion d'Europe, record de France, et que tu fasses pas les relais en fait. T'es chez toi, tu serais ailleurs, il y aura pas de souci, mais t'es à domicile, t'es à Paris, t'es chez toi. C'est compliqué à expliquer en fait. Donc je leur ai dit ok, d'accord. Après, c'est vrai que j'avais fait trois courses en 2 jours, donc psychologiquement, moi dans ma tête, j'ai dit vas-y, j'avais fini. C'était surtout ça, c'était se redire, rebasculer en disant ah bah finalement t'as pas fini. Oui. Et quel rôle tu avais dans l'équipe à ce moment-là avec les jeunes alors? Bah Mais tu étais pas si vieux que ça à l'époque, si? non, Tu avais si 30 j'avais ans? 30 ans quand même, j'avais 30 ans. Oui. Bah après, c'est compliqué parce que c'est des petits jeunes qui veulent te bouffer, tu vois. C'est des petits jeunes qui veulent te bouffer, je le comprends. Donc et puis moi, quand j'étais athlète, j'étais pas très, comme je dis, j'étais pas la personne la plus avenante. C'est Donc souvent. donc c'est vrai que j'étais non mais en ce moment je les motivais, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais je pouvais pas dire que j'étais proche, ce serait mentir. En plus, voilà, moi je vais être honnête avec toi, le truc c'est que comme je te dis, j'ai connu le Graal tout de suite avec le relais avec une équipe de fous. Donc les valeurs que eux avaient, bah, c'était différent avec la nouvelle génération. Et ça j'ai du mal aussi à le pas à l'accepter mais à le comprendre. Parce que j'avais été éduqué d'une certaine façon et il y avait une nouvelle génération qui avait d'autres codes qui étaient Mmh. pas les miennes, Par tu vois? exemple? Heu, je sais pas, je donne une anecdote idiote, mais quand je suis en chambre d'appel pour les championnats de France et que je vois 2 jeunes venir danser devant moi, je me dis: «Mais moi, j'aurais jamais osé faire ça devant Diagana, en fait», tu vois? Oui. Et qui se disent: «Vas-y, rendez-vous sur le podium» et dans ma tête, je les regardais, je disais: «Mais on est où, en fait?» Tu vois? Après, j'ai compris que c'était pas méchant, que c'était leur façon de faire. Mais c'est vrai que moi, je me dis: «En fait, j'ai été éduqué à l'ancienne, en fait». J'ai été éduqué avec les anciens, les Diagana, bon, fallait être humble. Quand je vois ce qui se passe quand c'est en chambre d'appel sur les Jeux Olympiques et que je vois ça, je me disais, soyez sérieux quand même. Mais tu as pas Mais bon. d'anecdote en grand championnat alors en jeux olympiques? Si, en grand championnat, j'ai eu, oui, si, j'ai eu ça aussi. Pour 2004, pour 2004, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'on était dans un autre monde au jeu. C'est que moi, je sortais de Paris avec mes rêves de Paris, mes rêves de médailles. Tu fais 4e à Paris, tu vas aller au jeu, tu vas faire une médaille, c'est sûr. Et quand on reparle de psychologie, c'est que je me suis rendu compte que les mecs, ils me considéraient pas, en fait. Parce qu'en fait, quand j'arrive en finale, en chambre d'appel, il y avait que des gars des Caraïbes, des Américains. Et à un moment donné, ils se mettent en rond, tous ensemble, les 7, et ils commencent à faire la prière ensemble. Mais en fait, comme si moi j'étais inexistant. Moi, je comptais même pas pour eux, en fait. Et t'entends ça crier fort, Thank you, Jesus, thank you. Et moi, je les regardais, je disais, mais en fait, et j'ai pris une chape de plomb, et je me suis dit, mais les gars, en fait, les gars, ils me considèrent même pas. Ils me considèrent même pas. Et je suis arrivé dans mes stats avec ça dans la tête et en me disant, les mecs, ils me considèrent pas. Tu vois, j'étais plus dans ma course. J'étais plus dans ma course. Ils m'ont, C'était tous des anglophones les autres? oui.
Ouais, c'est peut-être aussi ça qui a joué que Peu imp je sais pas, c'est parce que même si c'était des anglophones, quand tu vois les mecs ils te regardent même pas, en fait. ouais. Ils te calculent, tu vois? Ils se parlent entre eux, ils font leurs prières entre eux, mais ils te regardent même pas un instant. Comme si toi, tu une erreur du casting, en fait, tu vois? Mais limite, c'est ça, en fait. Limite, tu une erreur du casting. Parce qu'après ça, tout ça, quand tu commences ils te voient en meeting, en championnat, toujours en finale. Après, il y a beaucoup plus de respect, tu vois? Ils te voient, ils te check, ils te parlent: Mmh. «Comment ça va?» et tout, «Nanani, j'ai vu ta course là». C'est pas pareil. Sur les premières fois, les mecs, ils buvaient leur eau, ils me crachaient aux pieds, limite, tu vois? Pour de l'intox. Après, jamais c'est arrivé. Tu vois? Aux Jeux à Pékin, jamais c'est arrivé ça, tu vois? Ils te disaient good luck et tout, on est plus parti dans ça après, parce qu'il a fallu prouver sur le terrain. Mais déjà, je pense que pour eux, Paris, c'était une erreur. Athènes, c'était encore une erreur. Tu vois? Donc c'est clair qu'ils me considéraient pas comme un mec qui pouvait faire des grosses performances ou les battre. Bah, Paris en 2003, la France a eu beaucoup de médailles aussi. Je suppose que Oui, le public a joué. Peut-être que les étrangers se sont dit: oui, «Bon, ils oui, ont profité du public, mais ils avaient pas le niveau» ou oui et puis quand tu regardes les performances de Paris, au niveau performance, c'était pas le truc le plus fou. Alors, certains te diront, il y avait beaucoup de contrôle à Paris, que c'était un peu la guerre et tout. Mais c'est vrai que pour moi, Athènes, ça a été retour à la réalité, hein. Parce que tu arrives avec, la 3e ou 4e perf mondiale, mais les mecs, ils te mettent des claques, ça allait vite. Et là, j'ai dit: «Ah ouais, c'est ça le très, très haut niveau». c'est bien les coulisses comme ça, on n'a pas c'est pas des choses que Ouais, c'est pas la chose qu'on voit, mais ça forge. Ça forge parce qu'après tu sais comment ça se passe, tu sais qu'il y a rien qui va te déstabiliser, tu vois? Tu mets tes lunettes et tu bouges pas, il peut se passer un tremblement de terre, ça tu bouges pas. Tu restes concentré. Et moi après j'ai joué au l'intox aussi, à mon tour, tu vois? Sur certains jeunes qui arrivaient, j'ai joué aussi mon rôle, tu vois? Et je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont perdu, par rapport à ça aussi, tu vois? Que même sur des championnats de France, des fois je faisais exprès d'aller super lentement parce que je savais que les mecs, ils allaient se caler sur moi. Je faisais des 300 mètres super lents, donc il y a que moi qui passais à la place. donc pour revenir à 2011, ta saison commence bien, la saison en salle se passe bien. Après, je suppose que tu avais en ligne de mire les mondiaux de Daegu et les Jeux de Londres, Ouais, ouais. mais tu rends service à ton club, aux interclubs, à la longueur, l'épreuve par laquelle tu as commencé Mmh. et je te laisse raconter la suite. Alors, c'est ça qui est paradoxal parce que tous les voyants étaient au vert. À l'entraînement, je faisais des super chronos, je sortais de Bercy où tout s'était bien passé et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai mal nulle part et là, c'est rare parce que j'ai toujours un truc à droite à gauche, Mmh. qui me freine, et ce qui fait qu'on était toujours un peu on faisait toujours attention et là, le coach, il me dit, «Ouais, il va falloir dépanner le club, sur la longueur» et au départ, je dis: «Non, non, 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 je vais pas le faire et tout» et je lui dis, il me dit: «Si, si». En plus, je venais d'arriver dans le club. Il me dit: «Oui, faut voilà, c'est un beau geste et tout». Je dis: «Non, franchement, ça fait 10 ans que j'ai pas sauté». Il me dit: «Un saut, il va rien t'arriver, un saut, il va rien t'arriver et tout» et je lui dis: «Je savais». Je lui dis: «Non, non, non» et après, il dit: «Ouais, non, tu abuses et tout». Moi, je dis: «Vas-y, c'est bon, je vais les faire» et au final, je fais un essai et je fais loin. Je dis: «Oh putain, j'ai pas perdu mes trucs», tu vois? Mais sans forcer. Il me dit: «OK». Donc je me dis: «Bon, OK, vas-y». Je me lance. Loin, c'est-à-dire? Je sais pas, je dois faire, 7:30 sans forcer, quoi. Il me dit: «Pour une personne qui a pas sauté depuis plus de 10 ans, C'est pas mal, ouais. c'est pas mal», tu vois? Donc il me dit: «Vas-y, sur le premier saut, j'envoie, je saute, on termine et je mets une bulle à tout le monde» et sauf que c'est pas du tout passé comme ça, quoi. Je me mets d'impulsion et je sens comme si le sol se dérobait sous mes pieds, en fait et là, je sais tout de suite que c'est grave. Quand je me tiens à genoux, je sais tout de suite que c'est grave et la suite, voilà, c'est compliqué parce que chute libre. Chute libre, tu te dis: «Tu en veux à tout le monde», tu dis au club: «Voilà, j'aurais jamais dû vous écouter, voilà, vous m'avez tué ma carrière et tout». Mais en fait, encore une fois, avec du recul, je fais mon compte qu'à moi-même. J'étais un grand garçon, j'aurais pu dire non à non définitif et basta, en fait. Voilà. Dans la vie, quand tu prends des décisions, tu vas au bout. C'est une leçon que j'en ai tirée. Au début, j'en voulais à tout le monde et au final, en faisant autre chose, en grandissant, je me suis dit: «En fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même». Si tu avais dit non, ferme et un point c'est tout, qui t'aurait forcé? Personne. Mmh.
Et Donc après ça, voilà. tu t'es fait opérer, parce que Je me suis finalement, fait ça a été opérer. le entre guillemets, je mets des Ah beaucoup de oui, guillemets, «le début de la fin», c'était mais c'était très clairement la fin même. OK. C'était très clairement la fin parce que impossible de revenir à un niveau. En plus, je prends une grosse claque, bah, je me qualifie pas pour Londres. Donc c'est la seule chose qui me faisait vibrer moi, aller chercher une médaille olympique. Donc au niveau de l'envie, bah, ça a beaucoup diminué et puis, même si le genou allait bien, tout mon corps s'est détraqué, en fait. S'est déséquilibré, j'ai jamais eu autant de blessures après cette blessure que toute ma carrière, en fait. Dès que j'essayais d'aller vite, je me blessais, et puis quand je commence à arriver en compétition et que je vois des mecs, qui auraient même pas pu rêver de me battre, là aussi je me disais: puis pas humble en plus, tu vois? Quand tu bats quelqu'un en 47 secondes, que tu sais que c'est pas son niveau, tu restes humble, tu vois? Et là, je me suis dit: «Bon, il est temps de se retirer, quoi». Donc tu as arrêté quand? Je crois que j'ai arrêté en 2015. Ah oui, quand même. 2015. Ouais, 2014-2015, je m'en rappelle plus. Donc tu as, pendant quand même quelques années, tu as essayé de J'ai essayé parce que comme dit, je suis une personne qui laisse pas les bras tout de suite. Mais après, il fallait se rendre à l'évidence. Quand, voilà, et puis, il y avait plus de plaisir et puis, j'avais super mal au tendon d'Achille. Chaque entraînement, je me disais, je savais pas si j'allais revenir avec mon tendon. Quand tu en arrives là, le matin, je me levais, je pouvais même pas marcher sans masser les tendons d'Achille. Je pouvais pas aller chercher ma fille, si elle pleurait, j'étais obligé d'y aller à quatre pattes. Pour moi, c'était pas concevable de dire je suis athlète de haut niveau et ma vie elle est ainsi, quoi. ouais. Donc, un jour, je suis sorti d'entraînement, j'ai dit j'arrête et je suis parti. Tout simplement. Je suis parti. En fait, je suis parti comme je suis arrivé. Tu avais déjà en tête ce que tu allais faire après? Oui, parce que dans ma tête, je me suis dit: «J'ai profité de cette période de convalescence pour me dire de savoir ce que je voulais faire, comment je voulais le faire» et pour moi, tout était très vite après puisque j'ai arrêté, d'ici au mois de d'avril ou mai et en juin, j'ai intégré le stade du Toulouse Football Club en Ligue 1 pour être préparateur physique OK. et entre-temps, pendant ma convalescence, j'avais aidé, un joueur de rugby de Toulouse qui s'était fait les croisés. Je l'avais aidé pour sa réathlétisation donc je m'étais mis, dans ça plus ou moins et puis j'ai tout fait pour travailler dans ça et donc moi, tout s'est vite enchaîné, en fait. C'est-à-dire OK. qu'à partir du moment où j'ai arrêté, j'ai continué mon chemin et je me suis éloigné des pistes pendant 2 ans. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Je saturais de l'athlé, de voir la même tête depuis plus de 17 ans, même si à dire c'est pas mieux, hein, mais rien que de voir autre chose, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a fait prendre du recul sur beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et tu es Donc, revenu à l'athlé après? je suis revenu à l'athlé, mais je savais que je voulais pas entraîner à l'athlé. Très clairement, parce que je sais l'investissement que l'entraîneur il doit avoir pour les athlètes et l'ingratitude qu'il peut y avoir aussi de la part des athlètes. Je ne me voyais pas faire ça. Je pouvais faire autre chose, j'y ai fait autrement, mais je savais que je voulais pas entraîner. OK. Tu fais toujours de la prépa physique maintenant? Je fais toujours de la prépa physique, mais pas en athlé. OK. Et tu fais quoi d'autre? Alors, je suis consultant pour Adidas, je fais de la détection de jeunes talents. Donc, je En vais athlé ou pas en athlé? en athlée, par contre, là, c'est OK. en athlée. En athlée, donc voilà, on va chercher les futurs. Donc, il y en a plein maintenant qui ont grandi, qui sont en équipe de France que j'ai détecté un peu en amont. Et ça, c'est une partie du métier que j'adore parce on va vraiment à la source. On va vraiment à la source, faire les championnats de France cadet junior. Voilà, c'est là où on va détecter, c'est là où bah, j'ai vu Sacha, c'est là où j'ai vu Juste, c'est Pamira, voilà. Et Serena Samba Mayala, tu vois, c'est là où tu les découvres et tu te dis, ah ouais, il y a quelque chose sur ces gamins-là, tu vois. Mais tu le vois, tu as peut-être la chance de le voir avant les autres, tu vois, mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est un truc que j'adore. Et en parallèle aussi, je suis manager de sportifs olympiques, par contre, sur différents sports. Et je fais bah, de la gestion de carrière, je donne un peu mon expérience, je m'occupe des partenariats et de tout ce qui est un peu comme médias et tout ça. Et quel type de conseils tu peux donner à tes athlètes maintenant? Sur quoi ils veulent t'entendre? Sur quoi tu peux les aider? Bah, ça dépend vraiment des sportifs. Il y a des sportifs, ils vont te demander bah, sur la gestion bah, des Jeux Olympiques, des championnats du monde et tout ce qui s'ensuit. Il y en a qui vont te demander de l'aide sur tout ce qui est partenariat, comment gérer les médias, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça. Mmh. Et puis, c'est plus d'accompagnement, plus le côté un peu grand frère. Voilà. Mais par contre, c'est bien aussi de les laisser faire leurs arts et des fois de tomber.
Alors même si voilà, on essaie de faire en sorte qu'ils tombent pas trop fort, mais il y a des fois, moi je leur dis, ben, je pense que tu devrais faire ça. Et ils me disent, ben non, non, je vais faire ça. Ben, si, fais en fait. Et quand tu t'es rendu compte que c'était pas bon, ben, on en repart tranquillement. Mais tu peux pas tout borner, tu peux pas mettre des bulles sur tout. Non, faut laisser des fois les choses se casser pour mieux le reconstruire après. Ouais. Toi, l'échec dont tu as le plus appris, c'est l'échec entre guillemets, c'est Barcelone 2010? Barcelone, c'était ça fait partie, mais il y a eu plein d'échecs quand même. C'est ce que je dis aux gens, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites, hein. Et encore, moi, je me trouve privilégié parce que je faisais des finales à chaque fois, Mmh. même si je pouvais être déçu et tout ça. Mais déjà, on passe la moitié de notre temps à l'infirmerie. Et ça, monsieur, madame, tout le monde, ils le voient pas. L'échec, ouais, les échecs, c'était tous les jours. C'était tous les jours, mais il fallait se relever, rebondir et voilà. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du sport et c'est ça aussi qui fait les valeurs de chaque humain. C'est que bah, des fois, il y a des échecs qui te marquent plus que d'autres, mais ça te permet de grandir et d'être un homme. Voilà. Moi, comme je disais, je suis arrivé, j'étais un enfant. J'étais un enfant et grâce aux personnes avec qui j'ai grandi, grâce aux entraîneurs, grâce à ces échecs, grâce à ces réussites, bah, je suis devenu l'homme que je suis avec mes valeurs. Après, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense que voilà, je suis ce que je suis et je regrette pas quoi. Et aujourd'hui, si on me demande si j'avais quelque chose à changer de ma carrière, comme je te dis, je changerais rien parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Si mon summum c'était 44-46 et de faire 4 heures de mon chemin du monde, ben, voilà, c'est comme ça. Et tu penses que si tu avais pas fait d'athlète, tu serais devenu quoi? Honnêtement, je sais pas. Je peux pas te dire, mais en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. La vie, c'est une question de chance aussi parce qu'il y avait très peu de chances, comme on voit, de force à ce stage en Italie. Très peu de chances que je tombe sur un François Pépin qui me voit parce que même lui, d'habitude, c'est pas là qu'il allait en stage, qui me propose ça. Très peu de chances que bah, du jour au lendemain, voilà, je sois très fort parce qu'au bout de 2, 3 mois, j'étais très fort. Très peu de chances qu'en changeant de discipline, bah, je fasse partie des meilleurs mondiaux et je me retrouve en finale des championnats du monde en une saison. Voilà. Moi, je sais que j'ai été un enfant gâté et que j'étais un enfant gâté par la chance aussi parce que bah, quand tu vois mon parcours, ça aurait pu ne jamais m'arriver, ça aurait été normal en fait. Et j'ai l'impression qu'une carrière, c'est un mélange de bon, il faut du talent évidemment, parce que tu as du talent. Il faut du travail, il faut la chance d'avoir les bonnes rencontres. Il y a aussi une C'est part de ça. malchance, de se blesser au mauvais moment ou, ta blessure aux interclubs. Alors, j'ai une phrase qui dit, pour moi c'est vrai, hein, et c'est pas du tout méchant, mais c'est la vérité, c'est que François, il a construit ma carrière et il a terminé ma carrière. Il a construit et il a terminé. Mais après, je lui en veux pas, c'est comme ça, comme je te dis, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que voilà, j'étais un grand garçon, j'avais 30 ans, je pouvais dire non, c'est fini, je veux pas, point barre. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Ça m'a servi de leçon. C'est que si ton instinct te dit ne fais pas quelque chose, mais ne le fais pas. Même si à côté on te dit vas-y, fais, fais, fais. Et comme je dis, vaut mieux, et c'est ce que je dis toujours à mes athlètes, vaut mieux se casser la gueule avec ses choix plutôt qu'avec les choix des autres. Ouais, c'est ça. J'allais te demander quelle était la principale leçon que tu avais apprise grâce à la clé, c'est ça? C'est celle-là. Tu as répondu à la c'est question celle, avant que je la pose. c'est celle-là. Et puis après, par contre, j'ai appris plein de choses. Bah, d'humilité déjà. L'humilité, toujours se remettre en question, toujours travailler. Rien n'est acquis, rien n'est figé. C'est à toi d'aller chercher ce que tu peux. Et pas du moment où tu étais au bout de ce que tu pouvais, t'as rien à te reprocher. Tu continues à faire du sport? Ah non, beaucoup moins, j'ai pas trop le temps. Tu fais J'ai pas de pas sport du trop le tout? temps. Non, j'ai pas trop le temps et honnêtement, je préfère faire d'autres activités en parallèle comme des sports co plutôt que de courir. OK. OK. Je pense que la course, c'est bon, j'ai donné. Mais voilà, j'ai une salle de sport à Toulouse aussi. Donc, je baigne quand même dedans. Mais c'est vrai que par mes différentes activités, j'ai pas le temps spécialement de faire du sport. Mais quand je peux, je fais et je m'amuse. Le plus important, c'est de s'amuser. Et finalement, tu es peut-être en meilleure santé maintenant parce que tu fais du sport à dose, modérée, ce qui est pas le cas d'un sportif de haut niveau? Très clairement, je pense que je suis en meilleure forme maintenant. C'est dur de dire ça, mais je suis en meilleure forme maintenant que quand j'étais athlète. Mais après, c'est toujours pareil quand vous tirez sur le corps Mmh. H24 et que il n'est pas fait pour ça en soi. Donc, et c'est ce que je dis souvent aux gens, qu'est-ce que j'aime depuis que j'ai arrêté, c'est me lever sans douleur. Ça peut paraître bête, hein. Et je pense que tout sportif de niveau comprendra ce que je dis. Il n'y a pas un matin où tu te lèves en te disant ah putain j'ai mal au genou, ah j'ai mal au tendon, ah j'ai mal ici, ah. Et c'est vrai que après mon arrêt, 2, 3 mois après, je me levais déjà les tendons, je me disais ah c'est bizarre j'ai plus mal.
Et puis te lever, ouais, sans douleur, sans mal ici ou à droite, à gauche, ben, c'est agréable. Ça peut paraître bête, mais voilà, il y a les choses simples de la vie, c'est ça que tu kiffes. Tu vois, je dis une bêtise, mais pouvoir pas prendre des vacances en même temps que tout le monde et ne pas être décalé. Mais voilà, après, c'est deux vies et j'apprécie les deux en tout cas. Tout à l'heure, tu as utilisé l'adjectif sauvage. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que te qualifieraient tes proches? J'allais te demander comment tes proches te qualifieraient. Donc, que ça soit les sportifs que tu manages, tes anciens copains d'entraînement, ta famille, tes amis. Qu'est-ce qu'ils diraient de toi si je leur demandais? Oui, sauvage. Sauvage? Ouais. Sauvage, introverti. Après, quand je connais, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que pour rentrer dans ma bulle, c'est compliqué. Pour t'avoir vu dans des meetings comme j'ai vu plein de gens, il y en a qui clairement sont pas très sympas. Toi, je te mettrais Ouais. pas dans cette catégorie-là. Non, par contre, je suis toujours poli. J'ai Oui. toujours été poli, toujours été. Jamais je vais me permettre d'être impoli et je suis pas éduqué comme ça. Mais par contre, c'est clair que je suis pas spécialement avenant et je vais pas aller chercher la discussion, je vais pas aller vers les gens. Aujourd'hui, je le fais par mon métier, mais c'est vrai que quand j'étais athlète, c'était pas ce que je recherchais chez les gens. Et comme je disais, je venais pas pour me faire des amis. Et c'était ça aussi peut-être le truc, c'est que moi, je venais pas en meeting pour me faire des amis. Je venais en meeting pour gagner et le reste, ça m'intéressait pas trop, quoi. Communiquer avec les gens, c'est pas spécialement ma priorité. En tout cas, dans l'exercice du podcast, je trouve que tu dis des choses. Ça va? Non, oui, après, en même temps, voilà, comme je dis, j'ai grandi par mes différents métiers, j'ai été obligé aussi d'aller vers les gens, parce que c'est vrai que quand on est athlète, on a l'habitude que les gens viennent vers nous, mais quand ça s'arrête, bah, il faut aller vers les gens. Voilà, moi, je suis préparateur physique, il faut de la communication, je travaille avec des jeunes, il faut de la communication, et il faut aussi pouvoir comprendre aussi leur communication. Je travaille avec des entreprises, donc c'est d'autres communications, donc la communication, c'est la base de tout aujourd'hui. Donc voilà, j'ai appris ça aussi, mais c'est ce qu'on appelle, je pense, l'évolution. Mais c'est vrai que quand j'étais athlète, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais pas spécialement besoin des gens pour avancer. J'étais bien dans ma solitude et je suis quelqu'un de solitaire de base. Donc voilà, je me concentrais sur moi, essayer de faire le mieux que je puisse. Et après, j'avais mon groupe d'entraînement et ça me suffisait largement, quoi. Le reste, c'est vrai que j'avais pas trop vers les gens. Il y a une question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. On en parlait en off tout à l'heure. Mm. J'ai envie d'inviter des gens du monde entier. Ça, c'est ce que moi, je préfère dans l'athlète. Qu'est-ce que toi, tu Mm. préfères dans l'athlète? Il y a plein de choses que j'aime dans l'athlète, même si des choses que j'aime pas, mais plein de choses que j'aime dans l'athlète. Déjà, la différence de genre, en fait. C'est-à-dire qu'un athlète, on va pas, tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être gros, tu peux être maigre. Ça a choqué personne, en fait. Il y a de tout dans l'athlète. Et ça revient un peu à ce que tu dis, c'est universel. Mais c'est universel dans la globalité, que ce soit dans la nationalité, que ce soit dans la morphologie, que ce soit dans les mentalités. Et c'est ça qui est bien, c'est que jamais, en tout cas, je pense, en athlète, on vous jugera parce que vous êtes gros, ou parce que vous êtes mec, parce que vous faites du demi-fond, ou parce que vous êtes peut-être extravagant comme entre guillemets entre Usain Bolt et vachement plus introverti comme d'autres. Voilà, je pense que tout le monde a sa place dans l'athlète et c'est ça qui est beau. Il y a des pays que limite on les connaît même pas sur la carte du monde. Tu les vois en athlète, ils peuvent être champions du monde. Ça, c'est pas permis à tout le monde en fait. Et c'est ça, tout le monde a sa chance. D'autres choses que tu aimes, je te donne le droit à plus d'une réponse si tu veux. Autre chose que j'ai, la mixité. C'est con, hein, c'est bête, mais moi qui travaille aujourd'hui avec des sports co et tout ça, je me suis rendu compte que bah, il y a très peu de sports où les hommes et les femmes se déplacent ensemble. Ouais. Pour nous, c'est normal en athlète, mais en fait, c'est Oui, pas normal. ou travaillent ensemble. Moi, des fois, quand je dis bah oui, on s'entraîne avec des filles et tout. Ah bon? Ouais. Ah bon, les filles elles s'entraînent avec vous? Bah oui. C'est pour ça que on va parler d'un truc bête, mais quand je vois dans d'autres sports, on parle de disparité financière par rapport aux hommes et aux femmes. Bah, nous, en athlète, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas trop ça parce que ça va être surtout ton image. Je veux Oui. dire, à un moment donné, que ce soit Marie-Josée Pérec ou Christine Aron, bah, c'était les femmes qui prenaient le plus Mm. dans les meetings par rapport aux autres Français. Après, ça va être ton niveau. Mais je veux dire, il y a pas tant de disparité que ça. Après, il va y avoir peut-être une disparité par rapport aux disciplines. Oui. C'est plus par rapport aux disciplines qu'à un homme et une femme. Ouais. Vaut mieux être coureur de 100 mètres que faire du lancer de Voilà, marteau. que Johnson Marteau, voilà. Donc, c'est juste une question de discipline. Mais voilà, ce côté bah, homme-femme sur le même pied d'égalité, ça, je trouve que c'est un bon truc de l'athlète, quoi.
Bon, je pourrais te parler encore très longtemps, mais on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que tu veux ajouter Ouais. quelque chose? Est-ce que tu as un message à passer aux gens qui écoutent ou... Non, mais juste kiffer votre vie, profiter. Tant que la santé elle est là, c'est l'essentiel. Et la santé, on la savoure pas forcément quand on l'a. Oui, oui, c'est clair. En plus, on est passé par des périodes comme le Covid et tout ça. Et c'est vrai que pour moi, ça a permis de revoir plein de choses et de vraiment mettre plein de choses à plat. Et voilà. Tant qu'il y a la santé et que vos proches vont bien, le reste, il y a toujours des solutions. On peut toujours avancer. Je suis d'accord. Merci. Merci pour l'invitation. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Leslie d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de l'épisode et si vous aussi, vous étiez au Stade de France lors des Mondiaux de Paris en 2003. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles et de vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine avec le second épisode de cette rétro spéciale Paris 2003. Mon invité sera Perdita Félicien, championne du monde du 100 mètres haies cette année-là. À la semaine prochaine.